première question, c'est pourquoi chimère? Parce que pourquoi ce sous-titre? Est-ce que la conscience serait imaginaire? Est-ce que il y aurait dans votre ouvrage une émission de doute sur toutes les possibilités de l'intelligence artificielle? Bah, c'était une quête des scientifiques depuis les années 50 que d'essayer de créer une machine qui pense et si possible dotée d'une conscience. J'ai moi-même fait des recherches sur le sujet hein, il y a 25 ans maintenant et j'ai suivi l'actualité scientifique depuis. Et on n'a jamais été capable de localiser véritablement la conscience déjà dans le cerveau humain, même si tous les 3 mois, il y a un article des neurosciences qui pensent l'avoir localisé à chaque fois à des endroits différents. Euh, on n'a pas avancé sur ce sujet d'un point de vue scientifique. Et du côté de l'informatique, c'est pareil. On n'a pas été capable de créer pour le moment un système véritablement intelligent doté d'une conscience. Il y a des scientifiques, notamment Walter Pitts et McCulloch, qui, dans une conférence, avait montré qu'il était possible de créer quelque chose de pseudo-intelligent grâce à la base des réseaux de neurones. Mais la principale évolution qui a donné des vrais résultats, c'était il y a à peu près 12 ans, dans une conférence qui avait été donnée, une conférence qui consistait finalement à comparer des réseaux de neurones. Et là, il y a un domaine qui a vraiment émergé, c'est les réseaux de neurones profonds, notamment les CNN, hein, les réseaux de neurones convolutifs, qui ont vraiment donné des résultats extraordinaires. Et aujourd'hui, on est surtout sur ce genre de technologie. Il y a un chapitre qui parle de l'intelligence artificielle forte. Et je me posais la question, si le robot doit avoir une conscience de soi pour se déplacer, y aurait-il pas une analogie avec le connais-toi toi-même de Socrate? Le robot n'a pas nécessairement besoin déjà d'une conscience pour se déplacer. Ça peut être réglé par des problèmes purement algorithmiques, en algorithmique adaptative. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans les réseaux de neurones, hein. Il n'y a pas besoin de conscience pour ça, c'est du traitement du signal, c'est-à-dire qu'on va analyser l'environnement, on va capter la présence d'objets, et puis on va faire en sorte que l'algorithme pilote finalement les mouvements du robot de façon adéquate. Pas besoin de conscience pour ça. On va travailler sur un robot de type aspirateur. On peut avoir un aspirateur de base qui sait juste percuter finalement les objets et qui va malgré tout se déplacer dans son environnement, il va continuer son parcours. Plus évolué, on va avoir le robot aspirateur qui est déjà équipé d'une caméra et qui, lui, va éviter l'obstacle avant que son pare-choc ne vienne le heurter. Donc c'est déjà un petit peu plus fin. Voilà. Et puis, si on dispose vraiment d'une capacité de traitement beaucoup plus sophistiquée, là, on a tout un tas je dirais, d'algorithmes. Il y a eu un apprentissage qui a permis de reconnaître des formes, de les éviter, de permettre au bras du robot peut-être de sélectionner des objets, de les manipuler, etc. Mais ça reste du traitement algorithmique. Voilà, on n'est pas dans la conscience là-dessus. L'IA forte, on va dire que c'est une intelligence générale, capable d'œuvrer sur n'importe quel sujet, comme le ferait un être humain dans un environnement. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est justement des IA dites faibles, c'est-à-dire qui sont hyper spécialisées sur un sujet. Ils sont capables de détecter peut-être je sais pas, la présence d'un objet sur une chaîne de production ou reconnaître des formes sur une image. Ça, aujourd'hui, on sait très très bien faire avec notamment les réseaux de neurones convolutifs, les CNN. Voilà, mais on est encore loin d'avoir créé une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire générale, capable de disserter sur tous les sujets, d'agir sur son environnement, etc. Hein. On a quand même fortement progressé avec des l'IA générative comme ChatGPT, même si c'est pas encore parfait. Alors, pour aller sur un aspect un peu plus, je dirais, mystique et spirituel, vous parlez d'une conscience individuelle et d'une conscience de groupe. Si on parle d'une conscience individuelle et une conscience de groupe, est-ce que le groupe pourrait générer ce que les mystiques nomment parfois égrégore?
Oui, il peut y avoir une notion de conscience de groupe. L'égrégore, c'est bien ça. C'est finalement une sorte de forme pensée. C'est un groupe, par exemple, ça peut être un groupe d'orientation politique, ça peut être aussi spirituel. Et ces formes pensées, finalement, vont même fortifier le groupe, vont créer de l'information, je dirais virtuelle, au sein de ce groupe-là. Ok. Maintenant, est-ce que c'est avéré? On le suppose. Pour l'instant, c'est qu'un principe qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la spiritualité. Mais ça pourrait tout à fait l'être. Et pour ça, il y a différentes théories qui ont émergé. On peut penser, par exemple, à Emmanuel Ransford, hein, qui a conceptualisé un petit peu tout ça dans ses bouquins. Il y aurait une forme d'esprit collectif, en quelque sorte, qui pourrait émerger et qui pourrait finalement stocker en quelque sorte de l'information. Et là, on rejoindrait peut-être les fameuses chroniques akashiques, hein, qui sont connues dans le domaine de la spiritualité. Ça serait, on va dire, cette grande toile d'information universelle où les médiums pourraient aller capter de l'information. Alors, il y a tout un tas d'explications qui peuvent peut-être être de nature quantique pour expliquer ce stockage d'informations. Laszlo, d'ailleurs, dans ses bouquins, l'a formalisé aussi. Hein. Il a écrit quelque chose sur les chroniques akashiques. Et en l'occurrence, Emmanuel Ransford, lui, a une théorie sur l'holomatière. C'est-à-dire qu'il considère que il y a une sorte de grande toile suprale, hein, c'est un terme qu'il utilise, où seront archivées les informations. On peut se demander si l'ensemble de tout ce qui est stocké du point de vue informatique, quelque part, ça ne pourrait pas se rapprocher d'une métaconscience. Le problème, c'est que la conscience, ça va quand même plus loin que la mémoire. Je suis d'accord que tous ces concepts peuvent être liés d'une manière ou d'une autre. Mais non, en l'occurrence, l'idée de métaconscience ici, ça serait justement cette information qui serait stockée dans cette fameuse toile suprale, qui se rapproche finalement des mémoires akashiques. Il a utilisé un terme différent, mais pour moi, c'est à peu près la même chose. Et finalement, toutes les métaconsciences individuelles pourraient se rejoindre dans cette grande toile suprale. Voilà, c'est une sorte de patrimoine universel de la mémoire. C'est ça le principe finalement évoqué par Ransford. Dans votre ouvrage, vous parlez des niveaux de conscience qui sont décrits dans les Védas. Oui, Et effectivement, j'ai été chercher un petit peu du côté des Védas ou qui sont repris finalement dans le yoga aussi. est-ce que ma question c'est la suivante, est-ce que c'est les 7 niveaux de conscience que vous décrivez, est-ce qu'il pourrait expliquer le concept de l'homme qui serait une particule de Dieu? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, oui, parce que justement, dans l'évolution, finalement, dans ces sept strates de la conscience, euh, ils sont bien dans cette dynamique, c'est-à-dire que la couche de base, finalement, c'est la conscience instinctive, c'est l'état primaire, finalement, c'est l'instinct de survie. Et puis ensuite, il commence à y avoir, dans la couche numéro 2 finalement, une notion déjà de développement grégaire, groupal, en fait. Et là, l'ego, finalement, est encore très, très développé. Et puis, au fur et à mesure qu'on va dans les strates, on se rapproche de plus en plus, finalement, du domaine de la spiritualité. C'est-à-dire qu'on se rapproche de plus en plus de la conscience divine. Hein, la couche numéro 6 de mémoire, c'est justement cette conscience divine. Voilà. Et le summum, finalement, c'est la conscience de l'unité, c'est le niveau 7 où là, on ne fait qu'un avec le tout. Voilà. Donc oui, finalement, on peut reprendre ces concepts-là qui sont d'ailleurs utilisés encore aujourd'hui dans le domaine du développement personnel. Hein. La plupart des interviews qui se font autour de l'intelligence artificielle, c'est euh, soulever les inquiétudes. Est-ce que les robots vont pas nous remplacer? Est-ce que les robots vont pas faire notre travail à notre place? Est-ce qu'ils vont pas devenir plus intelligents que nous? Et la question que je me pose et on pourrait se poser, c'est est-ce que une conscience artificielle que l'on prend aujourd'hui comme une chimère, est-ce qu'elle pourrait pas nous aider à devenir meilleurs?
le concept même d'intelligence, finalement, c'est la capacité à faire des liens et à s'adapter à des situations nouvelles. Même s'il y a plein de définitions de la conscience, selon qu'on soit philosophe, psychologue, etc., et c'est exposé justement dans le livre. Donc, en soi, une intelligence artificielle évoluée comme ChatGPT est capable de lier les concepts entre eux et de nous sortir des phrases restituées qui sont formidablement structurées, même mieux que le ferait un être humain. C'est vrai. Donc on pourrait imaginer qu'à ce niveau-là, sur ces définitions de base, un ChatGPT pourrait être intelligent. Bien que ce soit plutôt de l'ordre de l'intellect, qui serait plutôt de l'ordre du calcul, puisqu'il est en train de construire, c'est de la computation. À mon sens, l'intelligence, c'est plutôt la capacité à percevoir quelque part la totalité. Bon, mais là encore, c'est un petit peu plus fin. On est très loin d'une définition de la conscience, en tout cas sur un chat GPT. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même. Lorsqu'on lui demande en ligne de commande, en prompt, es-tu conscient? Il dit, bah non, je ne suis pas conscient au sens où un être humain le conçoit finalement. C'est juste une IA conçue pour traiter du texte, hein, répondre à des questions et fournir des informations. Voilà. Et ChatGPT dit clairement, je n'ai pas de conscience d'émotion réelle ou de perception subjective en fait du monde. Donc là, l'affaire est pliée. Il n'y a pas de conscience artificielle. Voilà. Alors, ça restera toujours une chimère à mon sens parce que la conscience, pour moi, c'est quelque chose déjà qui relève déjà du domaine de la spiritualité. Et en aucun cas, à mon sens, hein, je n'impose pas mon point de vue à qui que ce soit, mais je ne pense pas qu'on arrive à créer un jour une vraie conscience artificielle ou alors une sorte de simulation qui pourrait faire penser à une pseudo-conscience. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Marc Saval, merci d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est un outil extraordinaire. J'ai noté 268 notes de bas de page pour un ouvrage qui ne fait que 250 pages. Donc c'est vraiment un outil qui prouve que vous avez fait des recherches nombreuses sur les hypothèses de nombreux chercheurs scientifiques peu connus. Et c'est finalement un ouvrage d'ouverture sur les aspects scientifiques, technologiques, sociologiques, philosophiques et même sur la spiritualité. Alors encore, bravo et merci. Merci. Au revoir.